Bonjour à tous, merci à vous. Alors, effectivement, quand on rentre en médecine, on nous dit deux choses. Il faut surtout mettre de côté la superstition et l'héritage des anciens. Donc, autrement dit, la religion et la tradition. Et puis ensuite, on vous dit tout de suite, on vous cite Voltaire qui disait que l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Alors c'est complexe de s'y retrouver, mais effectivement, faire la différence entre croire et savoir, comme l'a dit notre oratrice précédente, c'est peut-être le sens de cette histoire et arriver à objectiver la manière avec laquelle nous travaillons. Alors c'est vrai que ce sujet, comment peut-on annoncer la maladie grave en gardant l'espoir, n'est pas forcément un sujet de science fondamentale, et c'est certainement un sujet de médecine. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on se demande qu'est-ce que la médecine ? Alors la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Et souvent, la médecine a été préemptée par le progrès technique. Et donc, on va voir sur cette espèce de vérité d'annonce la manière avec laquelle on peut soit donner l'espoir et accompagner la vie, ou soit en essayant de combattre la mort, on peut faire mourir 2 fois le patient. Et j'aime bien cette citation que j'ai trouvée un jour où finalement, une femme de 38 ans était venue nous voir avec une rechute d'un cancer du sein, sous la forme de ce qu'on appelle des nodules de perméation. C'est une maladie qui revient et qui commence à métastaser au niveau de la peau. Et les traitements médicaux n'y faisaient rien. Et donc j'ai appelé le chirurgien plastique et je lui ai dit, écoute, je pense qu'on peut essayer de faire une chirurgie large. Parce que c'est vrai qu'on a des patientes qui ont vécu, survécu et qui ont guéri après cela, mais c'est une chirurgie risquée. Et puis, alors que souvent ça avait marché, cette fois-ci, elle ne s'est pas réveillée de sa table d'opération. Donc le chirurgien et moi, on n'a pas dormi pendant 3 semaines. Non, mais on n'aurait peut-être pas dû le faire. Et en fait, j'ai lu cette phrase de Shakespeare et ensuite, je pense que je dormais tranquillement, qui disait... Vous pouvez la voir ici. Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mourir en tremblant, c'est payer à la mort le tribut de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut mourir 2 fois. Et aujourd'hui, dans nos consultations, on fait mourir 2 fois nos patients quand l'annonce et la manière n'est pas respectée. Et donc, c'est un engagement pour dire que la parole médicale est un acte médical. Et donc, dans cette situation d'annonce, on a encore beaucoup de choses à faire. Alors, mon niveau de batterie est faible. J'espère que je le serai moins. Donc, cette maladie grave, cette fameuse maladie grave, donc la maladie, on sait tous que c'est un état c'est une dégradation de l'état de santé, qu'elle peut être aiguë ou chronique, et que sa gravité, elle implique une évolution, forcément, elle engage le pronostic vital, et elle nécessite une prise en charge médicale. Il faut différencier plusieurs types de maladies. Et puisque notre sujet, c'est l'annonce de la maladie grave, on a des maladies graves dites palliatives, où on pense que la médecine n'y peut rien, quoique, et dans un autre contexte, on pourra raconter énormément de patients que nous suivons, guéris de maladies métastatiques multiviscérales. Et donc c'est vrai que notre métier à nous, c'est plutôt de gérer l'incertitude. Ce n'est pas que le métier du patient, et de donner de l'espoir. Et on a des maladies à pronostic plus incertain, qui peuvent être curables ou non curables, visibles ou non visibles d'ailleurs. Et donc, c'est toutes ces annonces de maladies qu'on a à faire. On sait qu'aujourd'hui, il y a 20 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques. Alors, beaucoup les considèrent comme n'étant pas graves, mais une hypertension artérielle, une endométriose, un diabète, une insuffisance rénale, un cancer, une dépression. Il faut se méfier aussi du fait que, parfois, pour le médecin ou le soignant, c'est pas forcément... On ne pense pas à la gravité, mais que c'est très différent la gravité selon le soignant et la gravité ressentie selon le patient. Donc finalement, comment annoncer la maladie grave ? Pour le patient, c'est souvent tout le temps grave à partir du moment où, dans sa représentation mentale, ça engage son pronostic. Donc on pourrait refaire le sujet en disant comment annoncer la maladie, et pas forcément la maladie grave, si on voulait éviter cet écart entre les soignants et les patients. Alors annoncer, c'est quoi annoncer ? C'est faire connaître un événement qui est déjà su, ou bien encore communiquer une inconnue. Indiquer
quelque chose par avance, le laisser présager ou bien le prévoir. Et mettons-nous aussi dans la situation où le médecin veut venir faire son annonce. Il en meurt d'envie, c'est son identité. Et puis il va venir en face d'un patient, lui présager un avenir incertain. Et ce patient qui ne veut pas qu'on lui confisque ce présent parce qu'il a bien compris que son avenir était incertain, finalement il y a un conflit des temporalités. Et ça, c'est un peu complexe, parce qu'on a souvent, entre l'émetteur et le récepteur dans ces consultations, un grand écart. Et donc, il faut se méfier de cette sacrée vérité, puisque c'est le sujet du jour. Et c'est toujours l'occasion de nous demander quel est notre rapport au temps, bien sûr, on va en parler. Et si le futur, c'est un présent qui est en avance, ou un présent qui est confisqué. Donc, ne pas être l'oiseau de mauvais augure, certes. Alors, il y a des disciplines où on annonce beaucoup. Et c'est vrai qu'en cancérologie, alors on parle tous les jours de cette annonce, madame a eu un cancer du sein, mais même 10 ans après, elle te parle du jour de son annonce. Alors des fois, c'est très bien fait, des fois, c'était au téléphone, des fois, c'est entre deux portes. Ah, vous avez un nodule, c'est certainement un cancer, trouvez-vous un chirurgien. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de bonne manière de faire, mais en tout cas, il y a des mauvaises manières de faire. Donc la relation de confiance entre le soignant et le soigné, elle est fondamentale dans cette discipline qu'est l'annonce. Alors on se demande, mais bien sûr qu'il faut considérer le patient, mais il faut aussi être digne de sa confiance. Et qu'est-ce que c'est la confiance ? La confiance, c'est un état psychologique qui est caractérisé par l'intention d'accepter sa propre vulnérabilité. Et cette intention, elle est basée sur les croyances optimistes qu'on a de l'intention de notre interlocuteur ou de son comportement. C'est vrai que si dans la consultation, on accueille le patient, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on lui coupe la parole au bout de 23 secondes en moyenne, alors qu'il faut 90 secondes pour exprimer une émotion simple. Bon, nous, on prescrit dans 90% des cas des médicaments, et on jette une boîte sur deux, on jette 7 milliards d'euros. Mais enfin, ça aurait été un autre sujet. Donc c'est vrai que notre médecine doit s'interroger sur la manière dont elle est digne de la confiance qu'on porte à ses acteurs. Et donc, le b.a.-ba dans la consultation, ça va être le lien qu'on va créer, l'écoute. Et je vous raconte juste l'histoire de cet ostéopathe que je viens d'embaucher dans l'équipe, qui faisait son stage, elle a 20 ans. Et je dis, alors, comment ça s'est passé ton stage ? Elle me dit, mais très bien, j'ai appris mon métier. Je dis, mais qu'est-ce que tu as appris ? Je m'attendais à ce qu'elle me parle des craquements. Elle me dit, j'ai appris en fait la présence, l'attention et l'intention. Alors, je lui dis, écoute, je t'embauche. Je crois que tu as compris le truc, en fait. Donc, ce moment de l'annonce, c'est un moment qui est déterminant dans la capacité qu'on a à intégrer une mauvaise nouvelle. Alors, c'est vrai que ce moment de l'annonce, il est important pour le patient, mais aussi pour le soignant, parce qu'il peut être perçu comme aimable ou pas. Votre sujet, ce n'est pas forcément d'être aimé, ce n'est pas non plus d'être mal aimé. Et le contenu de l'annonce est aussi important. Donc, on a ce sujet, cette manière. On voit qu'il y a plein de problématiques dans cette annonce de la maladie grave. C'est pas pareil, un événement qui est connu, d'annoncer une dégradation, qu'annoncer finalement un événement qui n'est pas encore connu. Donc voilà, c'est simplement pour mettre en avant toutes ces subtilités. Et donc, quand on annonce, puisqu'on a un colloque sur la vérité, on va annoncer des vérités médicales. Et on sait déjà, alors j'ai pas mis le nom de celui qui a fait cette citation, parce qu'il y a encore une polémique sur qui l'a dite. Toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue, et puis ensuite elle est acceptée comme une évidence. Bon, pour moi, c'était Schopenhauer, mais avec Muriel, on a un débat. La discussion aujourd'hui, c'est de dire que le patient aussi il passe par plusieurs phases. D'abord, souvent, il est dans le déni, puis ensuite dans la révolte, puis ensuite dans l'acceptation et dans la résignation. Donc, par exemple, en fonction du profil patient et de l'échange initiatique, personnellement, je choisis d'y aller en 2 temps ou en 3 temps pour que le patient ne soit pas soumis à sa peur ou qu'on puisse le récupérer dans le meilleur état de lui-même. C'est-à-dire en phase de révolte, vous allez passer certaines choses, prendre des coups, c'est normal, il faut laisser le temps. Ce n'est pas la peine de tout balancer tout de suite, comme ça vous vous débarrassez. De toute façon, ça ne marche pas et on ne créera pas la relation de confiance qui peut être utile pour lui être utile. Alors, comme j'avais trop de texte dans mes diapos, j'ai mis un tableau de Picasso.
Mais voilà, ça m'amuse. Donc le mouvement cubiste, qui prophétisait la multiplication et la diversité de la vérité, finalement, on ne peut pas voir simplement les personnages sous un seul angle. Alors ensuite, l'annonce médicale, elle est souvent vécue par le soignant comme un acte émanant de réalités scientifiques et un devoir. Et en cela, je crois qu'il ne faut pas brimer nos professions, parce qu'on a le devoir de vérité dans un sens. Mais le médecin, souvent, ne se sent pas dans son rôle d'interpréter la science et de penser l'incertitude philosophiquement. Et c'est peut-être une problématique, et c'est peut-être là où on peut intervenir très tôt dans le cursus. Alors peut-être pas à l'école primaire, j'ai beaucoup aimé la présentation d'avant, mais il est évident que si on continue à croire que la médecine est une science exacte et pas un art, contrairement à ce que Kant disait, on se plante, parce qu'on a certainement des sciences humaines à intégrer très tôt pour arriver à penser philosophiquement nos annonces, à savoir que les vérités scientifiques qui sont censées être des vérités universelles ne le sont pas, qu'elles évoluent, que le doute doit nous animer, et ne pas mettre de côté les certitudes philosophiques, religieuses des patients qui les aident à vivre, qui sont tenues pour des vérités la plupart du temps, et que nous considérons comme des convictions transitoires qui sont issues de passions et de sentiments. Donc c'est bien la différence entre la science et la philosophie. C'est Platon qui disait « la philosophie, c'est la médecine de l'âme ». Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer un diplôme d'études en médecine sans avoir fait de la philosophie. Je crois qu'il faudra qu'on en débatte, ça aussi, peut-être en d'autres lieux. Enfin, si au Saint-Père on ne dit pas ça, c'est difficile de le dire ailleurs, dans un hôtel, lors d'un symposium. Donc c'est vrai que la philosophie, elle est souvent guidée par le souci de l'utile. On va chercher la conservation de la vie, on va chercher le bonheur. Et elle vise moins l'acquisition de vérité que les formations d'habitude d'un jugement. Et donc c'est vrai que on a dû choisir l'enseignement de la médecine dans les facultés de sciences ou dans les facultés de lettres. On a dû, pour éviter d'être taxé d'une médecine basée sur les croyances et le chamanisme, on a dû la scientifiser. Et finalement, on l'a un peu déspiritualisée, on l'a déshumanisée, et maintenant on en paye les méfaits, parce qu'on a un système de santé qui coûte 300 milliards d'euros et qui nourrit le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels, qui est marquée par des rigidités d'organisation, des tensions administratives. Et en fait, la première histoire de la transformation de notre système de santé, c'est probablement de le transformer sur le plan humain et de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et donc l'annonce, c'est forcément en rapport avec la transformation de la santé et la vision de la médecine. Et cette vérité qui est notre sujet du jour, elle peut être assassine, ne pas l'oublier. Parfois, elle est la désillusion, elle incarne la pesante confrontation avec le plus mauvais verdict. Pourtant, beaucoup d'entre nous continuent à penser que face à l'angoisse de l'inconnu, de l'imprévisible, de l'incertitude, la raison et la vérité sont des médicaments miraculeux. Et ça, c'est une erreur fondamentale de penser qu'en donnant la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en médecine, on sera bon. Peut-être qu'on a trop regardé la télévision. Et certainement qu'il va falloir qu'on se pose la question de la place de l'incertitude. Est-ce que l'incertitude, c'est l'insécurité ? Alors j'ai beaucoup d'admiration, et c'est pour ça que je le représente pour Boris Cyrulnik, père de la résilience, la capacité à rebondir après un traumatisme qui est médié par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects et par l'interaction avec l'environnement. Et j'ai beaucoup aimé quand il faisait la scission dans la population entre les évolutionnistes et les fixistes. Ces deux types de personnalités, chacun pourra se demander qui il est, un original, un suiveur, enfin bon, on peut synonymiser tout cela. Les évolutionnistes, finalement, érotisent le doute, l'incertitude, l'imprévu, alors que les fixistes, eux, préfèrent la paix de la vérité totale. Et c'est vrai qu'en fonction de la structure mentale de votre interlocuteur, votre patient comme interlocuteur, vous n'allez pas du tout aborder l'annonce de la même manière. Donc ça semble plutôt pas mal d'essayer d'éviter de couper la parole au patient et de commencer à le connaître avant de lui faire l'annonce qu'on devait lui faire ou qu'on nous a demandé de lui faire ou qu'on s'en sentait obligé de lui faire. Donc bien différencier le doute obsessionnel qui empêche la décision pour certains et qui paralyse, et c'est ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas de ce doute obsessionnel, mais ce doute évolutionniste qui permet de découvrir plusieurs vérités et finalement de façon graduelle. Et puis la vérité qui est notre sujet d'aujourd'hui,
C'est ce qui satisfait les besoins de notre âme, disait Maurice Barrès. Et la raison scientifique, bien sûr qu'elle permet de réduire un peu l'incertitude des médecins, mais assénée sans discernement, elle peut causer des dégâts majeurs. Certaines paroles, c'est un poison qui jaillit beaucoup plus tard. Moi, j'ai des gens qui viennent 10 ans après, des familles avec un deuil qui n'est pas fait, en disant c'est pas possible qu'on ait mis la morphine à ce moment-là, on avait quelque chose à dire, c'est pas possible qu'on nous ait dit ça. Puis ils gardent ces paroles, c'est comme l'annonce qui ne s'évapore pas. Et donc, c'est un appel à retrouver une manière d'annoncer. Et voilà, j'admire beaucoup aussi Elias Canetti. Alors voilà, je vais le citer. « Je hais la disposition perpétuelle à la vérité par habitude, la vérité par devoir. Que la vérité soit un orage, et lorsqu'elle a purifié l'air, qu'elle se retire. Elle doit frapper comme la foudre, sans quoi elle est sans effet. Il ne faut pas qu'elle devienne le chien de l'homme. Malheur à celui qui la siffle pour l'appeler. On n'a pas à la nourrir, on n'a pas à la mesurer, seulement la laisser croître et grandir dans sa paix redoutable. » Et puis, c'est vrai qu'on doit accompagner le patient et on change sa manière de l'accompagner, en fonction de lui également. La malédiction du devoir mourir doit être changée parfois en bénédiction, celle de pouvoir encore mourir lorsqu'il est insupportable de vivre. Donc on change notre manière d'aborder l'annonce en fonction de nos patients. Tous ceux qui sont de façon dogmatique dans une annonce scientifique qu'ils se sentent le devoir de proférer, peut-être créent un écart avec les attentes qu'on a par rapport à la médecine d'aujourd'hui. Et n'oublions pas que derrière chaque annonce, chacun a à faire face à sa manière de penser la vie, à sa manière de penser la mort. Beaucoup l'ont intégré comme faisant partie de leur vie, mais on sait que la mort ne peut pas être l'issue d'une vie qui n'a pas assez duré. Et donc il y a des gens qui ne se résigneront pas à la mort. Donc se battre pour la vie, combattre la mort, ce n'est pas la même disposition mentale. On ne peut pas annoncer la même chose à des patients qui ne sont pas au même stade. Alors après, choisir la manière dont on va faire l'annonce. Est-ce qu'on va opter pour des mots, pour d'abord ne pas le dire, pour le signifier par des regards, mettre une main sur l'épaule, un contact physique? Il y a plusieurs manières de faire. On disait aussi que voilà, un regard est pur lorsqu'il est seul. Déjà, la phrase qui le suit lui ôte quelque chose. Cette communication non verbale, elle est fondamentale, elle est primordiale. C'est aussi un art qu'on doit acquérir en médecine et sur toutes les professions de santé. On a développé, je conclurai tout à l'heure, à l'Institut Raphaël, un module de communication thérapeutique. Quand vous dites à quelqu'un « n'ayez pas peur », pas pareil que si vous dites « soyez rassurés », parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc, dans la manière de communiquer, on a encore des progrès à faire. Alors, je voulais aussi évoquer, on y est presque, la chronopathologie. C'est une maladie des temps modernes. La raison, quand elle aborde la réalité, elle a tendance à l'éliminer. Et finalement, on a tendance à ne plus faire exister le temps qui est incertain, qui est non maîtrisable, qui est indéfinissable, qui est une superbe notion en philosophie. Et finalement, on l'a remplacé par le terme, court terme, moyen terme, long terme. Et en transformant le temps en terme, nous avons perdu tout contact avec le temps. Mais en échange, nous avons eu l'habitude d'avoir affaire au terme, un concept objectif, rationnel, prévisible, délimitable, mathématisable dans des logiciels, des modèles, des tableurs. Le terme est la dimension utile du temps, et on ne se préoccupe en plus que de cette dimension en ignorant toutes les autres. La raison en est ancestrale, c'est la peur humaine du temps liée à notre angoisse de l'incertain assimilé à la mort. Des fois, on va condamner le patient à court terme quand il a besoin de temps. Et on voit souvent nos patients qui, en quelques jours, vont faire un travail qu'ils n'ont pas fait dans toute une vie. Et c'est à nous aussi de ne pas leur confisquer leur temps en assénant des vérités sur des pronostics, avec des annonces qui grèvent leurs pronostics et leur temps de vie. Donc, temps à ne pas confisquer. Il me reste 2 ou 3 slides. L'annonce d'une maladie grave. Alors, comme le sujet, c'est comment, c'est important d'aller regarder dans les règles de communication de base, la communication visuelle, la communication écrite, verbale, non verbale, s'adapter aux personnalités, prendre de la hauteur,
ne pas se concentrer uniquement sur le contenu du message, arriver à avoir cette présence importante, et puis savoir que le patient, il n'attend pas de nous que de l'information, parce qu'il pourrait aller sur Docteur Google. Et finalement, il va attendre de nous bien plus, et c'est ce qu'on appelle le transfert, alors on pourrait en parler, et il a besoin d'entendre notre vérité à nous, pas que la vérité scientifique, et il a besoin finalement de cet espoir, qui est aussi notre sujet du jour. La communication, elle doit être exacte, objective, claire, concise, constructive, complète, persuasive, avec un langage adapté, des idées compréhensibles. On doit laisser la possibilité de poser des questions, de reformuler si nécessaire, adopter une tonalité dans la voix, un langage corporel. La forme compte, il n'y a pas que le fond. La voix, c'est important, il faut articuler, ne pas parler trop vite, ne pas réciter. Ensuite, le regard aussi, c'est important. Et puis souvent, le patient, il n'est pas seul, il est accompagné. Quelle place on fait à l'autre? L'autre peut être notre relais, l'autre peut être mis de côté, ça peut créer une tension dans la cellule de l'intimité. L'annonce, pour qu'elle soit réussie, la connaissance, la reconnaissance de notre patient est fondamentale. Donc il faut pouvoir contourner les obstacles pour délivrer cette fameuse vérité. Et je voudrais conclure effectivement sur les possibilités affectives de réponses nouvelles à des émotions différentes qu'on peut avoir lorsqu'on travaille sur le cadre relationnel propice, l'environnement émotionnel. Et c'est même une certaine éthique qu'on appelle, parce que vous savez que notre éthique de société est beaucoup basée sur le droit et la justice. Et donc l'éthique du care, qui est ce mouvement de prendre soin, doit être basée sur l'attention particulière, la disponibilité affective, la responsabilité émotionnelle, le choix relationnel. Et donc c'est une nouvelle éthique qui peut se manifester dans cette annonce et la manière de la proférer. Ne pas oublier qu'on a tous nos mécanismes de défense et que ces mécanismes de défense peuvent nous aider à donner une temporalité à l'acceptation pour le patient. Et le médecin doit faire l'effort de s'inscrire dans le temps. On ne peut pas arriver parce qu'on fait la visite, on prend la charge de l'annonce, on la livre au patient et puis on se casse. Surtout la contre-visite, parce qu'il vaut mieux travailler le matin que le soir sur la manière dont on dit ces choses-là. Gardez l'espoir. Je conclus. Gardez l'espoir. L'espoir, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui fait attendre avec confiance, avec sécurité, avec assurance. Donc il faut arriver à considérer cette incertitude et à l'intégrer. Et la dernière diapo, c'est Jules Renard qui disait « Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité ». Je vous remercie. Merci beaucoup.